Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenas Aires Calcio, comment allez-vous? J'espère que votre semaine s'est bien passée, votre week-end aussi. Bonsoir au Cotonou. Oui, effectivement, dans MPG, j'ai mis un score 7-1, mais bon, là, ouais, voilà, c'est ça. Pour l'instant, je suis mené, donc c'est pas top. On verra à la fin de la journée de MPG. Écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine de football, parce qu'en fait, c'était une des meilleures de la saison, probablement, avec des quarts de finale aller de Ligue des Champions absolument fantastiques, un titre légendaire pour le Bayer Leverkusen, une première ligue qui est sans dessus-dessous, en tous les cas, dans les 3 premières places, et puis une semaine de Champions League et de Coupe d'Europe, enfin d'Europa League, qui s'annonce absolument fantastique. Donc voilà, là on est dans le dur, on est dans ce qui est pour moi l'essence du foot. Donc voilà, hein, si jamais vous vous demandez si j'aime bien les matchs de 5e division ou les petits contre les gros, non. J'aime les gros contre les gros, et c'est en ce moment les gros contre les gros. Donc c'est ça qui est cool. Au Cotonou qui dit Xabi, der best coach. Oui, effectivement, Xabi Alonso. C'est d'ailleurs par ça qu'on va commencer ce soir dans Buenas Aires Calcio. Hein. On va commencer par le Bayern n'est plus never. Effectivement, ils l'ont fait de quelle manière en plus, sans aucune défaite. Ils sont champions sans aucune défaite. Alors ça veut pas dire qu'ils resteront invaincus jusqu'à la fin de la saison, ça n'est jamais arrivé en Allemagne, mais c'est la première fois qu'une équipe est sacrée championne alors qu'elle n'a pas encore perdu un match. Donc déjà, c'est déjà un record. Après, peut-être que sur la fin de championnat, ils vont peut-être baisser un peu en motivation, on verra. Ensuite, on va revenir un petit peu sur la journée de Premier League qui a vu les défaites, on va dire, surprises, surtout celle de Liverpool, contre Crystal Palace à domicile, et la défaite de Arsenal contre Aston Villa. Alors, peut-être un peu moins surprise, parce que Aston Villa est une équipe très forte de ce championnat depuis le début de saison, même s'ils sont 4e du championnat. Un petit peu décroché des trois mastodontes. On peut pas les prendre à la légère, donc on va revoir un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines semaines en Première Ligue. Et enfin, on va terminer sur un petit peu le débrief absolument extraordinaire de ce qui s'est passé la semaine dernière et les matchs fous que ça va nous amener cette semaine, parce que c'est vrai que la plupart des matchs retour vont être serrés. Il y a eu soit des très courtes défaites, soit des matchs nuls en Champions League et en Europa League, donc pas de gros scores, excepté un, et Cotonou, je pense, va kiffer qu'on parle de ça, c'est le 0-3 de l'Atalanta à Liverpool, hein. C'est assez spectaculaire, donc voilà, effectivement des très très beaux matchs de quart de finale de retour de Coupe d'Europe qui s'annoncent. Bon, on va commencer par le Bayer Leverkusen. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je pense que le match d'hier, c'était un peu la cerise sur le gâteau. C'était le le pompon. C'était, bref, on pourrait le nommer vraiment comme on veut. Mais le 5-0 contre le Werder de Brême pour gagner le titre à domicile avec un triplé de Florian Wirtz, dont un but, enfin d'ailleurs beaucoup de buts, mais dont un but absolument stratosphérique, une frappe de l'espace, bref, c'était vraiment l'apothéose pour le Bayer Leverkusen qui n'avait jamais gagné le championnat depuis sa création. C'est un club, enfin depuis 1963, c'est-à-dire la Bundesliga. Je ne sais pas si avant la Bundesliga, ils avaient gagné un titre de champion d'Allemagne, mais je crois pas. Ils n'ont gagné qu'une Coupe de l'UEFA en 1998 et une Coupe d'Allemagne, je sais plus quand, je crois que c'était en 93, quelque chose comme ça. Donc ça, c'était les 2 titres que le Bayer avait, et jamais de championnat d'Allemagne. Donc c'est le premier après 120 ans d'existence pour le club, donc très très grosse prestation. Effectivement, comme dit Cotonou, 3 invasions de terrain. Oui, c'était fou. Sur le but de Florian Wirtz, l'espèce de golasso qu'il met.
Je pense que moi, je me suis dit, quand j'ai vu l'envahissement, je me suis dit, ça va pas redémarrer et ils vont perdre le match sur tapis vert. Alors là, ce serait vraiment jackpot bingo. Donc voilà, non, finalement, ils sont revenus. C'était marrant de voir d'ailleurs les joueurs qui leur redemandaient de retourner dans les tribunes parce qu'on était à ce moment-là à la 82e, 83e minute. Et puis en revanche, le dernier but de Florian Wirtz, là en revanche, il n'y a pas eu de discussion. C'était assez marrant parce que l'arbitre en fait a compris que de toute façon ça servait plus à rien et il a sifflé, et c'est très bien comme ça parce que en fait de toute façon le match était fini, il y avait 5-0. Enfin, je veux dire, à quoi ça servait de faire le procédurier à essayer de faire jouer une minute de temps additionnel pour une équipe qui gagne son premier titre, une autre qui de toute façon a perdu le match. Donc c'était très bien, c'était intelligent de la part de l'arbitre de pas dire je vais faire un rapport, etc. C'est très bien. C'est un truc qui aurait pu nous arriver en France avec la brochette d'arbitres, on peut dire un petit peu moisie, qu'on a en France quand même. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros problème. L'arbitrage en ce moment en France, c'est complexe. Pourtant, ils ont des aides dans tous les sens, mais ils les utilisent pas. On l'a vu, Brest-Lyon, je pense quand même qu'il y a de gros soucis avec la VAR. Mais bon, bref. Il y a de gros soucis avec la VAR. Moi, je considère qu'il n'y a pas de soucis avec la VAR, mais il faut l'utiliser. Et il faut la regarder, la télé. Parce que sinon, là c'est compliqué, quoi. Donc voilà. Bonsoir au JCRM, comment ça va? Bonsoir à tous. Non, jamais de titre de champion. Leur dernier titre, une Coupe d'Allemagne en 93. Mais je crois qu'il y a eu aussi une Coupe de l'UEFA en 98. Il me semble, faudrait vérifier, mais il me semble. Finaliste en Ligue des Champions en 2002. Oui, mais alors en 2002, d'ailleurs, ils étaient finalistes de tout. Parce qu'ils perdent 88, pas 98, absolument, t'as tout à fait raison. Coupe de l'UEFA. Tout à fait. J'avais regardé leur palmarès là récemment, mais j'avais l'impression, je me souvenais bien du 8, mais c'était 88. Donc voilà. Donc en 2002, ils avaient été finalistes d'absolument tout, parce que finalistes donc de la Ligue des Champions qu'ils perdent, finalistes de la Coupe d'Allemagne qu'ils perdent, et ils perdent le titre à la dernière journée. Et Ballack a rajouté la cerise sur le gâteau, on en parlait récemment. Parce que en plus lui il perd la finale de la Coupe du Monde 2002, donc lui il a vu la pire année de sa vie, je pense, footballistiquement en tous les cas. Donc voilà. En tous les cas, non, c'est vraiment un super champion d'Allemagne. La malédiction Harry Kane a vaincu la série absolument incroyable de Kingsley Coman. Kingsley Coman qui depuis ses débuts professionnels avait gagné chaque année le titre de champion dans le championnat dans lequel il jouait, c'est-à-dire 2 championnats de France, je crois, 2 championnats d'Italie, et puis je sais plus combien de championnats d'Allemagne, 12, 13, 12 je crois. 11 d'affilée. Sachant qu'il y a une année, il gagne et le championnat d'Italie et le championnat d'Allemagne parce qu'il est transféré à l'intersaison. Donc il y a une année quand même, il gagne 2 titres. C'est quand même chaud. Donc voilà. Et les Leverkusen sont encore en lice pour un triplé, absolument. Et il y a même une année où ils gagnent les 2. Au GCRM, on est connecté de fou. Ils sont encore en lice pour un triplé, vu qu'ils ont gagné 2-0 à l'aller leur quart de finale de Coupe de l'UEFA. Et puis, ils sont en finale de Coupe d'Allemagne. Moi, le truc, c'est aussi, ce serait bien, parce que, en fait, c'est quelque chose que tu n'as jamais, probablement aucun des joueurs, là, qu'il y a sur le terrain au Bayer Leverkusen n'aura, et ça, il faut s'en rendre compte, n'aura l'occasion de battre déjà de faire le triplé. Je pense que ça leur arrivera plus jamais, faire un triplé avec une Coupe d'Europe, une Coupe et un championnat. Donc il faut vraiment qu'ils aillent au bout. Enfin, même si moi personnellement je le souhaite pas vraiment, je préfère qu'ils fassent un doublé. Coupe, championnat. L'UEFA, s'ils peuvent nous la laisser, c'est très bien, surtout que Liverpool a pris cher, donc on sait jamais. Après, il faut déjà que Milan passe la Roma, et ça, c'est vraiment pas facile, mais on en parlera plus tard. Et c'est vrai que, en revanche, ils peuvent battre le record de points du Bayern de Jupp Heynckes, qui avait marqué 93 points en 2013, l'année où ils font le triplé, où je pense, moi, de mes yeux vus, on va dire depuis que je suis le foot, j'ai jamais vu un Bayern aussi fort que cette année-là, et aussi enthousiasmant. Je pense que le Bayern de Jupp Heynckes, c'est l'essence même du Bayern.
C'est ce que devrait être le Bayern tout le temps. Et c'est ce que le Bayern a perdu à l'arrivée de Guardiola, je pense. Ça, c'est mon avis, mais c'est... voilà. Il y a eu un problème. Jupp Heynckes avait fait une équipe absolument stratosphérique, ultra verticale, spectaculaire, violente même, parce qu'il mettait des roustes de l'espace. Et puis tout d'un coup, Guardiola est arrivé, il en a fait une équipe de possession, et là, enfin je sais pas, mais le Bayern en fait a perdu son espèce d'ADN à ce moment-là. Alors ça lui a pas empêché de gagner beaucoup de titres, mais moi je recherche toujours l'essence du Bayern de Jupp Heynckes depuis 2013. Donc voilà. Bref, c'est comme ça. C'est quand Klose, il jouait... Est-ce que Klose jouait... Non, parce que... Oui, alors Klose jouait, mais Klose jouait à la Lazio à ce moment-là. Donc, il jouait déjà plus au Bayern. Hein. Donc voilà. J'ai peur quand même que ça finisse comme Naples, Leverkusen, une super année, et la suivante, Cata. Alors, c'est exactement ce que je disais cet après-midi à quelqu'un avec qui je parlais de foot pour une fois. Connaissez, hein, je parle rarement foot, mais oui, en fait, c'est clair que il y a énormément de joueurs qui sont en surchauffe à Leverkusen. Si tu les prends individuellement, Frimpong, Boniface, alors excepté Florian Wirtz qui est sur une autre planète, mais on va dire les joueurs qui sont vraiment en surchauffe. Donc Frimpong, Boniface, Grimaldo, Xhaka, je sais pas qui est-ce qu'il pourrait y avoir, les défenseurs, hein, Jonathan Tah, etc. Je pense sincèrement qu'il y a quand même énormément de joueurs qui sont en surchauffe. Et je pense vraiment pas que l'année prochaine, le Bayern puisse aller chercher le titre à nouveau ou un truc comme ça. Je pense vraiment qu'il va y avoir une énorme décompression, que on a des saisons comme ça, et tu as tout à fait raison de parler de ça au JCRM, comme Naples, où tout tourne absolument parfaitement et tu ne sais pas vraiment pourquoi. Naples, c'est absolument pas fait piller cet été, ils ont perdu un joueur, donc voilà, bon, un joueur qui était relativement important, en tous les cas qui donnait on va dire de la sérénité à la défense par sa vitesse, c'est-à-dire qu'il pouvait jouer très haut, et chose qu'ils ont perdu effectivement depuis qu'il est parti au Bayern justement, mais bon, on voit le résultat, hein. Même lui était en surchauffe en vrai, donc voilà, mais à part ça, cette équipe peut pas passer de champion d'Italie à rouler sur tout le monde. À un moment donné, je pense que c'était le meilleur jeu d'Europe, même quasi pendant toute la saison. Je pense que c'est l'équipe la plus enthousiasmante que j'ai vue la saison dernière, le Napoli de Spalletti, à cette bouillie de football qu'on voit semaine après semaine et terminer entre la 10e et la 7e place de Serie A. Il y a un problème en fait. Il y a un problème parce que en fait de temps en temps dans le foot, et on l'a vu, enfin moi personnellement je l'ai vu à de nombreuses reprises, de temps en temps il y a un truc magique qui se passe et le jour où ça s'arrête, tu n'arrives pas à dire pourquoi ça marche plus. Et des fois, tu changes rien. Il n'y a pas un joueur qui change. Je sais pas, tu prends Euro 2000, équipe de France, Coupe du Monde 2002, équipe de France. Il n'y a rien qui change, mais il n'y a plus rien qui fonctionne. Et c'est comme ça. Et bon, là, c'est une sélection nationale. C'est encore plus spectaculaire parce qu'il se passe 2 ans. Mais des équipes de clubs qui sont en surchauffe et qui tout d'un coup, l'année suivante, sont plus du tout au niveau. Ça arrive très fréquemment. Et je pense que le Bayern, c'est ça qui va se passer. Et je pense aussi que Xabi Alonso a raison de rester au Bayern parce que il va pas gagner le titre l'année prochaine, mais il va se confronter à qu'est-ce que c'est d'entraîner une équipe où tout ne fonctionne pas comme dans un rêve en fait. Donc voilà. Qu'est-ce que vous nous dites c'est quand non. Alors Guardiola pour moi il est surcoté. C'est comme Zidane, ils ne savent pas bâtir une équipe. Ce qu'a fait Klopp avec Liverpool, c'est le Graal d'un coach pour moi. Il sait le faire, mais avec beaucoup d'argent. Donc voilà, Zidane il a pas encore montré ça. Tous les choix qu'il a fait au niveau recrutement, c'était plutôt des échecs, style Jovic, style qu'est-ce qu'il y a encore, je sais plus, mais il a pas fait beaucoup de choix en termes de recrutement. Ouais, Hazard par exemple, c'est un vrai choix de Zidane. Donc oui, enfin en tous les cas, aller le chercher à ce moment-là de son contrat aussi cher, etc. C'est parce que Zidane le voulait et Jovic aussi. Zidane, c'était un vrai choix de Zidane. Pour l'instant, il a pas montré qu'il savait bâtir une équipe.
Après, Guardiola, quand même, il sait bâtir une équipe avec de l'argent. Donc ça, tu peux pas lui dire. Manchester City, quand même, il en a fait... il a changé beaucoup de choses hein, depuis qu'il est arrivé. Il avait une très bonne équipe à la base. Il en a fait un monstre. Donc, bon... Je peux pas dire que c'est un mauvais entraîneur. Je dis juste que il colle pas à l'ADN du Bayern. Voilà, c'est personnel, mais voilà. Des fois, tu parles tennis, dit Okutonujo. Oui, c'est vrai, ça m'arrive. Des fois, j'y joue aussi. Moi, je suis chaud. Ils ont perdu leur coach surtout Naples. Oui, c'est vrai. Et s'il est parti, le coach, c'est pas par hasard. C'est parce que lui, il savait qu'il y avait un truc qui se passait mieux que ce qui devait se passer. Donc voilà. Jacques Santini, c'est ça qui a changé en 2002. Mais non, Jacques Santini en 2000, il était là. Donc c'est lui qui gagne l'Euro 2000. C'est pas Aimé Jacquet. Hazard, oui, j'allais le dire. Tu vois, au Cotonou, absolument. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont vraiment en surchauffe, excepté Florian Wirtz, dont je pense que c'est un vrai talent brut et que ça va devenir une des stars mondiales des prochaines années. Donc voilà, on va voir. Hein, on va voir. Mais ouais, Boniface, quand tu le vois jouer, je doute que... Ah oui, c'est Le Maire, pardon. Mais oui, t'as raison. Absolument. Je suis désolé. Non, c'est vrai. T'as tout à fait raison. Ouais, absolument. Tout à fait. Roger Le Maire en 2000. Ouais, alors je les ai mixés. Hein. C'est un peu les mêmes. Hein. Des militaires. Bref. Un petit peu... voilà. Tacite, quoi. On va dire dans l'expression, c'est pas non plus l'enfer du dimanche, quoi. C'est plutôt c'est plutôt Troufion & Co. Mais bon, bref. Oui, donc je disais, quand tu vois Boniface, j'ai pas l'impression que ça va devenir un très grand attaquant de 2020. Tu vois, enfin, dans des années 2020. Il a pas ce qu'il faut déjà en termes physiques. Je trouve qu'il est très puissant, mais peut-être un petit peu trop imposant par rapport à son gabarit. À mon avis, ça va être compliqué de traîner cette carcasse assez longtemps, dans le temps. Et puis là, pour l'instant, il est servi par un jeu absolument délicieux. Et c'est ce type d'attaquant où tu te dis, ouais, le jour où ça marche moins bien, bah, il se passe pas grand-chose, quoi. Donc voilà. Le Maire, Santini, Domenech, la France et leur choix de sélectionneur, il y a beaucoup de flops. Ouais, tu m'étonnes. Après, j'écris moins vite que je pense. mais oui, oui, effectivement, la France a eu beaucoup de sélectionneurs pas très très bons. Ils en ont eu des très bons, et d'ailleurs à chaque fois qu'on a eu des bons sélectionneurs, la France a gagné. Quasi, hein, 84, je sais pas, 98, 2000, etc., 2018, et beaucoup de finales autour. Mais, parce qu'on peut considérer quand même que Deschamps est un bon sélectionneur, en tant que tel. C'est pas un bon... enfin, bref, tu t'emmerdes devant ses équipes, mais en regardant ses équipes, mais c'est un bon sélectionneur. Il sait gagner, quoi. Donc, voilà. Contrairement au sélectionneur anglais, par exemple, qui ne sait pas gagner. C'est un problème, parce que tu t'emmerdes pas devant l'équipe anglaise, mais ils gagnent pas. Donc, enfin, ils gagnent pas jusqu'à cet été. Hein, ils vont peut-être nous faire mentir, mais voilà. Je pense que s'ils gagnent le titre, d'ailleurs, hein, on change complètement de sujet, hein, on fait un truc. Mais s'ils gagnent le titre, l'Angleterre, je pense qu'ils font la fête pendant 1 mois et demi, un truc dans le genre, vraiment non-stop. Les gars attendent ça depuis 1966. Ils ont inventé ce sport. Donc, je pense que là, c'est la plus grosse cuitasse en groupe de l'histoire de l'humanité, honnêtement, hein, je pense. Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être aussi la raison pour laquelle l'équipe d'Angleterre gagne pas, qu'il lui arrive toujours un truc. Je pense que le gouvernement anglais veut pas vivre cette période-là, et donc à chaque fois, il s'arrange pour... Non, sortez un truc, je sais pas, un penalty, ce que vous voulez, mais on veut pas qu'il gagne, parce que sinon, pendant 1 mois et demi, le pays, il fonctionne plus. donc voilà. À mon avis, hein. Mais bon, bref, on verra cet été. Voilà, en tous les cas, vraiment une superbe joie. C'était extraordinaire de voir le public du Bayer Leverkusen savourer à ce point-là cette victoire. Et puis alors, la manière, quoi. Je veux dire, toute l'année a été absolument magnifique. 43 matchs, toutes compétitions confondues, aucune défaite. Enfin, c'est complètement fou. Donc voilà. Donc bravo, félicitations au Bayer. On verra l'année prochaine. Je pense que ça sera pas comme ça, mais bravo, félicitations et chapeau. Et puis quelque part au fond de moi, j'ai un peu mal au cœur pour Harry Kane, et je le dis vraiment sans malice. Je me dis, ce gars-là, hier soir,
il a dû se dire, mais c'est pas possible en fait. Je suis maudit. Ça fait 11 ans d'affilée qu'il gagne le titre. J'arrive, ils le perdent. Contre une équipe qui n'a jamais gagné un titre. Enfin, c'est hallucinant. Hein. Honnêtement, ça doit être très 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 difficile pour lui à vivre. On rigole, mais je pense que quand tu es un joueur de foot de son niveau, que en plus tu fais tout pour que ça marche, hein, parce que bon, il a quand même marqué 32 ou 33 buts cette saison. Donc c'est pas comme si c'était amusé hein, en championnat. Le mec a fait tout à peu près, et plus les passes décisives. Bah, en fait, tu te dis, c'est pas possible. Hein. Je suis peut-être la famille Pogba hein, qui l'a vaudouisé. Hein. C'est possible. Hein. On va savoir. Donc voilà, peut-être mal parler à un Pogba un jour. On sait pas. Si l'Angleterre gagne, tu as certains joueurs qui seront pas prêts pour la saison suivante avec leur club. Je vise personne. Ah bah, tu m'étonnes. Grealish, déjà, il gagne la Ligue des Champions. Le gars est désactivé pendant 1 mois et demi. Alors, s'il gagne l'Euro, là, il est désactivé. Je pense que sa carrière met fin. Il met fin à sa carrière. Hein. Hello à tous, je suis en retard, mince, trop content pour le Bayern, mais j'espère qu'ils auront l'honneur de perdre en finale de l'UEFA contre Milan. Et bah, absolument, je suis tout à fait d'accord. Ça c'est un beau plan, ça. Ça, c'est un beau plan. Et qu'ils fassent un beau doublé avec la coupe. Vraiment heureux de la nouvelle ère que Xavi Alonso est en train de nous amener au football. Ouais, écoute, on va voir. J'ai vu une interview, je sais pas si vous l'avez vu, de José Mourinho qui se faisait interviewer en 2019. Et vous savez que José, on l'aime pas, mais José, il est dans le futur. Hein. José, il a toujours été dans le futur. Et José, on lui pose la question, ouais, quels sont les nouveaux managers que vous voyez et tout. Et il explique que pour lui, Xavi Alonso a un parcours très similaire à lui-même. Alors bien sûr, avec José Mourinho, c'est toujours un peu auto-centré, mais il a un parcours très similaire avec Xavi Alonso, parce que il dit, en fait, il a grandi avec un papa joueur professionnel. Donc voilà, le papa de Xavi Alonso était joueur professionnel. Ensuite, il est devenu entraîneur. Donc pareil, il a grandi avec un père entraîneur, comme José Mourinho. Puis ensuite, il est devenu joueur professionnel lui-même. Alors après, là, il dit, mais bien sûr, aucun rapport avec mon niveau, parce que moi, lui, il est resté en 2e division, José Mourinho, du Portugal. Bon, Xavi Alonso, c'est devenu le champion absolu qu'il est devenu. Il a tout gagné, donc c'est simple. Et il a tout gagné partout, quasi. Hein, parce que, bon, à part avec Liverpool, il n'a pas gagné la Première Ligue, mais il a gagné avec des champions. Donc, bon, c'est quand même pas fréquent que Liverpool gagne la Ligue des Champions. C'est une fois par décennie, généralement. Sauf pendant les années 90. Donc c'est vrai que il comparait ça, et il disait, ensuite, il a eu José Mourinho comme entraîneur au Real, il a eu Guardiola au Bayern, il a eu Ancelotti au Real aussi, il a eu à Liverpool Benitez, que des tacticiens absolus, hein. Alors Benitez, on l'aime pas, mais c'est un fou de tactique. Donc voilà. Et ce qui fait qu'il dit, moi je pense, et donc là on est en 2019, donc c'était il y a 5 ans, il dit, moi je pense que Xavi Alonso va devenir un très grand manager, parce qu'il a tout pour comprendre le jeu, etc. Et je me retrouve beaucoup en lui. Donc voilà. Donc chapeau José, parce que si maintenant on est avec des yeux ébahis devant Xavi Alonso, lui il l'avait vu il y a 5 ans, voire même il y a plus de temps. Bravo. Oui, alors c'est ce que je disais aussi, Pipovici, hein. Je disais que ça m'allait bien si le Bayern faisait un doublé cette année, et que voilà, ce serait très bien qu'ils prennent un peu, je sais pas, l'Atalanta ou un truc comme ça, et que l'Atalanta les rouste, et que nous on récupère l'Atalanta en finale. Mais c'est une autre histoire, parce qu'il faut déjà passer jeudi soir. Voilà un petit peu pour le Bayern, en tous les cas, superbe équipe, merci pour tout, merci pour cette saison, des buts stratosphériques, j'ai vu ils ont repassé hier le best-of sur Bein, le best-of des buts du Bayern, franchement, c'est du très haut niveau, donc voilà, des frappes de l'espace, des buts en 1-2-3, double 1-2-3, enfin bref, c'est franchement très très bien. Et Xavi Alonso expliquait aussi, et ça c'est très intéressant, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'assister à cette interview, où il expliquait que le principe de jeu, pour lui, c'était d'avoir des passes vers l'avant et d'appliquer un gegenpressing très rapide à la perte de balle. Donc, bon, c'est un principe de base, rien de spécial. Mais il expliquait que si tu veux être performant, et ça c'est un truc
en fait, quand tu regardes le jeu du Bayern, tu te dis, ah oui, en fait, ils l'ont à l'esprit en permanence. Donc, c'est quand même intéressant. Mais en gros, il ne faut pas faire de passes très longues quand tu es en contre-attaque, même quand tu es dans une phase de contre-attaque. Pourquoi ? Parce que si tu fais des passes très longues, bah, tu vas étirer ton bloc, et donc, si tu perds la balle, tu vas te mettre dans une mauvaise position pour imprimer le gegenpressing. C'est pas possible, parce que si tu changes d'aile et que le mec est tout seul, il a 30 mètres devant lui, en fait, si lui perd la balle sur le dribble, parce que forcément il va se retrouver dans un 1 contre 1, toi tu es absolument pas en position de faire un gegenpressing, parce que bah, tu pourras pas combler ces 40 mètres à la course. Donc en gros, il demande d'avoir un jeu très vertical, mais à très courte distance, enfin quand je dis très courte, c'est pas trop long, pour que à la perte de balle, en fait, ils puissent la récupérer très très vite. Et souvent, c'est sur la récupération de balle qui marque des buts, en fait, plus que sur l'action initiale, en fait. Parce que finalement, sur l'action initiale, ils peuvent perdre la balle, l'équipe adverse repart, et là, elle se met en déséquilibre. Et quand ils récupèrent la balle, là, cette fois-ci, ils terminent le truc. Donc voilà. Il dit qu'il faut presser haut pour pas que les lignes soient trop étirées. Ce qui ralentit le contre rapide après la récupération. Absolument. Tout à fait. Donc, le Bayern joue pas beaucoup de contre rapides. En revanche, ils ont quand même, et c'est ce qu'il dit aussi, la possession ne veut pas dire des passes à gauche, à droite. Hein, c'est pas comme ça qu'il voit les choses, lui. Lui, il veut des passes verticales, en fait. Il veut des passes verticales, mais courtes. Comparé à, je sais pas, si on compare au Bayern de Jupp Heynckes, je pense que c'est aussi ça qui l'a inspiré, parce que finalement, en fait, c'est ça qui faisait le Bayern de Jupp Heynckes. Alors des fois, des passes un petit peu plus longues dans la profondeur, parce qu'à l'époque, ils avaient un Ribéry et un Robben qui étaient absolument on fire. Donc voilà. Mais très souvent, c'était des passes verticales qui cassaient une ligne, mais pas 2-3 lignes en fait. Donc voilà. Bref, c'était très intéressant. C'était vraiment une super interview. Si vous pouvez la retrouver sur X, n'hésitez pas. Il est dans la verticalité du football, absolument. Moi, en tous les cas, c'est le foot qui me plaît. Donc après, voilà. Ils ont surtout une forte présence en nombre aux abords de la surface, d'où tous ces buts à l'entrée de la surface après une récupération, absolument. Mais justement parce que lui, en fait, il veut pas qu'il y ait trop d'espace entre les lignes. Parce que tu peux pas faire de gegenpressing si tu as de l'espace entre les lignes. Ce qui fait qu'en fait, naturellement, le bloc monte tous ensemble, descend tous ensemble, mais sans griller on va dire des espaces, ce qui fait qu'ils sont toujours très compacts en fait. Et donc, quand ils récupèrent la balle aux abords de la surface, bah, ils ont 3-4 joueurs derrière la ligne d'attaque qui peuvent se projeter. Et ça donne énormément de solutions. Après, il faut avoir les joueurs pour faire la bonne passe au bon moment, ce qu'ils ont. En l'occurrence, en la personne de Florian Wirtz. Et voilà. Donc, ouais. Et puis un attaquant qui a de la présence en plus. Donc voilà. Approuvé par Eddie Malou. Voilà. Donc on va terminer sur le Bayern, mais c'était spectaculaire et c'est important je trouve que c'était un bon moment pour revenir un petit peu sur les principes de jeu de Xavi Alonso. Puis on va voir la saison prochaine. Hein. Déjà, s'ils arrivent à garder Florian Wirtz, s'ils arrivent à garder toutes leurs stars, les Grimaldo va être très demandé, je pense. Florian Wirtz encore plus. Après, Boniface, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il reste pas. Quoique, il va forcément y avoir un Anglais qui va dépenser 200 millions sur Boniface ou 100 millions sur Boniface, c'est sûr. Il nous tarde de le voir en championnat l'an passé en tout cas. L'an prochain plutôt. Je pense. Pour rester sur les Leverkusen, ils ont aussi super bien recruté. Grimaldo libre, Boniface 20 millions, Xhaka 15 et Hoffman 10 millions. Avec moins de 50 millions, ils se sont bâtis une super équipe. Absolument. Non, mais c'est du très bon boulot. Hein. C'est parfait. De toute façon, tu peux pas réussir si ça continue. Enfin, si toute la politique sportive du club n'est pas bonne, en fait. Ça existe, c'est très rare, les clubs qui réussissent un peu comme ça, sur un coup de chance. Enfin, franchement, non, c'est construit, tu vois que les pièces qu'ils ont amenées, c'est pas forcément les meilleures dans leur rôle, mais en revanche, ce seront les pièces qui manquent, en fait, au puzzle. Ça promet en Ligue des Champions, je sais pas, on verra. Est-ce qu'ils vont garder Xhaka ? Bah oui, bien sûr. C'est un peu la pièce maîtresse du milieu de terrain. Donc voilà, c'est le métronome un peu du milieu de terrain. Donc ouais, il a fait une super saison. Est-ce qu'il est encore capable de faire une saison comme ça l'année prochaine avec plus de matchs ?
Quoique, plus de matchs, ils sont en quart de finale de Coupe de l'UEFA, donc limite, il y a eu plus de matchs cette année qu'en Champions, donc ouais. Non, je pense que ça peut le faire. La Première Ligue, allez, on bascule, on traverse la Manche, on va chez nos voisins, chez nos cousins anglais, parce que la Première Ligue a pris un sacré tour ce week-end. Effectivement, moi je disais que la semaine dernière, donc bravo l'analyse Mehdi, super analyse de Buenos Aires Calcio, comme d'hab, hein. Je disais que Arsenal avait appris et que peut-être cette année c'était la bonne parce que ils avaient appris à être à ne pas perdre les matchs qu'ils ne devaient pas perdre, par exemple contre City, etc. Et puis finalement arrive Aston Villa. Donc ils ont fait un match très sérieux, pas du tout flamboyant, mais très sérieux contre Manchester City. Tu te dis ils vont à Aston Villa, ils se rendent bien compte que c'est la même chose. Enfin, c'est pas du tout le même club, mais Aston Villa, c'est 4e du championnat, ça joue super bien, ils ont un entraîneur en plus qui a quand même une dent un petit peu contre le club, parce que je trouve enfin, bref, ça s'est pas forcément très très bien passé pour Unai Emery, alors que c'est un super coach, ils lui ont pas vraiment laissé de temps, à l'époque, son effectif était un peu bidon, et bref, ils ont laissé beaucoup plus les mains libres à Arteta quand il est arrivé que à Unai Emery. Et puis voilà, en gros, ils se sont fait. Et puis comme tu dis, au JCRM, Aston Villa qui avait joué jeudi en plus, effectivement. Donc en plus ils avaient un petit avantage physique, reposer un petit peu plus, même si eux aussi avaient joué en Ligue des Champions, mais enfin quand même. Donc voilà, donc ils arrivent et puis finalement c'est sec, hein, en plus. Hein, c'est pas, enfin, je veux dire. Arsenal a eu des occasions, mais ils ont vraiment vendangé. Et Aston Villa, moi, je les ai pas trouvés en souffrance. Ils ont contrôlé le match, pas forcément dans la domination, mais ils ont contrôlé le match défensivement et ils ont contrôlé les temps forts, les temps faibles du match. Donc franchement, c'était maîtrisé de la part d'Aston Villa. En plus, Aston Villa a besoin de gagner pour réussir à faire, à coller, en tous les cas, à consolider vraiment sa place dans le top 4 et être sûr d'être en Ligue des Champions, parce que pour l'instant, l'Angleterre est sortie du top 2 en UEFA. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous donner. Mais oui, effectivement, donc en fait, ils sont sortis du top 2 en UEFA. C'est Italie numéro 1 et Allemagne numéro 2 au coefficient UEFA. Et ce qui fait que, pour l'instant, l'Angleterre n'aurait que 4 places en Ligue des Champions, et ce serait l'Italie et l'Allemagne qui auraient les 5 places en Ligue des Champions. Donc, franchement, ils ont plutôt intérêt à rester dans les 4. Mais bon, je l'avais dit qu'ils auraient du mal à gérer le Bayern et Aston Villa dans la même semaine. C'est vrai, tu l'avais dit, absolument. 2 jours de plus qu'Arsenal qui ont joué mardi, dit au JCRM. Et Aston Villa a plus un petit match jeudi, c'était pas Ludogorets, mais Lille 4e de Ligue 1 quand même. Oui, c'est vrai. Oui, non, c'était un match sérieux. En plus, Lille a bataillé, c'était un match accroché, vraiment. Arsenal a perdu des joueurs importants peut-être. Non, pas du tout. En revanche, Arteta a fait des choix importants. Par exemple, il n'a pas titularisé Martinelli, qui est, je pense, un des plus gros détonateurs du jeu d'Arsenal. Et quand on lui a posé la question, il a juste dit c'est moi le manager, je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux, et voilà. C'est tout. Donc tu fais ce que tu veux, et puis ça marche pas. Donc voilà, il y a un moment donné, Arteta aussi, dans le money time, il va falloir qu'il commence à être décisif, c'est important. Sachant que je le dis, personne ne gagne à l'Allianz Arena, on va en parler après, mais personne ne gagne à l'Allianz Arena en Ligue des Champions, excepté le Real de Ronaldo, etc., et consorts, ces 15 dernières années. Personne qui va gagner là-bas. Donc, quand tu fais match nul à domicile contre le Bayern, t'es quasi sûr d'être obligé d'aller au penalty ou de perdre, en fait. Donc ça va être très compliqué la semaine d'Arsenal, je pense, entre je perds contre Aston Villa et probablement je perds le titre, et je perds contre le Bayern. Je pense que ça va être complexe, mais bon, bref.
Personne gagnait à Anfield aussi jusqu'à l'Atalanta, absolument. Ouais, l'Atalanta, mais on va en parler après. Mais j'avais exprimé mes doutes depuis plusieurs semaines sur la capacité de Liverpool à jouer à ce niveau-là. Je trouvais qu'ils étaient en surchauffe. Ça fait longtemps que je le dis. Et en fait, réellement, ils sont en surchauffe, je pense. Ils étaient en surchauffe. En fait, le niveau qu'ils affichent depuis le début de saison, c'est pas du tout celui d'un leader de Première Ligue. Mais vraiment pas. Enfin, moi, je suis surpris qu'ils en soient à ce niveau-là. Et ça se voit maintenant, en fait. D'ailleurs, je vous parlais de points UEFA et du fait que l'Italie était numéro 1, Bundesliga numéro 2 et Première Ligue numéro 3. Il faut savoir que, je ne sais pas si les gens en ont bien conscience, mais c'est important de le dire parce qu'en fait, encore une fois, bon, déjà d'une, parce que je suis un VRP, je suis payé par la Serie A, c'est comme ça, non, je rigole, mais voilà. Mais il faut comprendre que là, il y a eu le classement des 50 meilleurs championnats professionnels de toute la planète sur ces 5 dernières années, et celui qui a été élu championnat le meilleur, donc le plus compétitif sur ces 5 dernières années, c'est la Serie A. Devant la Première Ligue, la Liga, etc. Et donc, il me semble d'ailleurs que c'est Serie A, Première Ligue, Bundesliga, Liga et Ligue 1, je crois, est 6e. Et je crois que devant eux, il y a le Brésil. Non, c'est le Brésil qui est 3e ou 4e. En tous les cas, voilà, il y a de la densité en Italie et il y a de la densité à tous les niveaux, que ce soit dans le championnat parce que tu as 6 grosses équipes, voire même 7 quand tu as Bologne qui vient, comme cette année, faire jouer les troubles fêtes. Et en plus de ça, en Europe, en fait, si tu prends ces 4 ou 5 dernières années, chaque année, il y a au moins une équipe italienne qui est en finale de Coupe d'Europe, au moins. Il y a des équipes italiennes qui gagnent des Coupes d'Europe. Bon, pour l'instant, il n'y en a qu'une, c'est la Roma et c'est la Conference League, mais quand même. L'année dernière, il y avait quand même 3 équipes italiennes en finale de Coupe d'Europe. Cette année, il y a encore 3 clubs italiens qui sont en quart de finale de Coupe de l'UEFA. Alors oui, ok, sur la C1, il n'y a plus personne, mais sur la Conference League, il y a encore un club italien, et c'est encore le pays qui a le plus de clubs qualifiés. Donc voilà, en fait, si vous voulez, c'est oui, pour l'instant, ça gagne pas chaque année, mais en fait, les clubs italiens sont ultra compétitifs dans toutes les compétitions européennes, et le championnat est probablement le plus compétitif, et chaque année, il y a un nouveau champion. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le seul championnat comme ça, quasi, où chaque année, depuis un bon moment maintenant, c'est un nouveau champion, en fait. Donc on a eu l'Inter, on a eu ensuite le Milan, ensuite on a eu Naples. Cette année, on va avoir à nouveau l'Inter, mais 4 ans après quand même. Donc voilà, donc c'est pas chaque année c'est le même champion qui gagne. Et allez savoir, peut-être l'année prochaine il y a la Roma de De Rossi qui pourra peut-être venir titiller le titre, etc. Et dans le championnat d'Italie, tu ne sais jamais si tu vas gagner dès que tu croises un gros. Tu peux pas le dire. C'est pas parce que t'es premier du championnat que t'es sûr que tu vas taper la Roma ou la Lazio ou l'Atalanta ou Bologne ou Milan ou la Juve ou un truc comme ça. Donc voilà, vraiment, on verra. Au JCRM, alors attends, on va regarder, mais je vais regarder les commentaires. Nunez, le cadre, il a un sacré problème. Nunez, c'est Cavani, quoi. Nunez, c'est totalement Cavani, c'est-à-dire que c'est exactement le même. C'est autant, t'as toujours envie de, tu vois, il donne tout ce qu'il a sur le terrain, mais le gros problème, c'est que soit c'est cadré, c'est le but de l'année, soit souvent c'est pas cadré, quoi. La Serie A est tellement sous-cotée, grave, je suis tout à fait d'accord avec toi, au JCRM, pour moi, très clairement, c'est le championnat le plus attractif d'Europe, mais clairement, et je dis pas ça, vraiment, j'essaie d'être objectif. Dans les années 2010, je disais, la Serie A, c'est de la merde. Il n'y a que la Juve et toutes les autres équipes, elles sont éclatées au sol. Depuis 2018-2019, depuis le Covid, en fait, et ça avait commencé un petit peu avant, en fait, c'est reparti, mais c'est reparti comme en 40. C'est tous les matchs, enfin, pas tous, mais quasi tous les matchs de Serie A, tu t'amuses, en fait. C'est très rare que tu t'emmerdes. Vraiment. Sauf, malheureusement, au JCRM, je suis désolé, quand il y a la Juve dans un des matchs. Ça arrive, ça c'est vrai. Bon, ok, l'Udinese aussi, mais voilà. Mais il y a 2 équipes peut-être où tu te dis tu t'emmerdes, parce que même les petits ils jouent. Mais bon, n'oublie pas que Kane joue au Bayern. Oui, c'est vrai. Et la Super League suisse, je sais pas combien elle est dans les 50 championnats. Je sais pas si elle y est, mais probable, c'est possible. La Serie A première avec en plus des coachs périmés comme Allegri et Mourinho, c'est dire l'exploit de finir premier de ce classement. Je suis d'accord.
Tu regardes le top 10 en Serie A, t'as 10 grosses équipes en termes de jeu qui méritent l'Europe. Ouais, je suis d'accord. Bah ouais, hein, tu prends les 2 clubs de Milan, la Juve, les 2 clubs de Rome, l'Atalanta, la Fiorentina, le Bologne, etc. Tu peux y aller, hein, t'as du gros club. La Juve de Motta l'année prochaine, ouais, bah peut-être la Juve de Motta, hein, t'as raison, hein, ils ont un effectif de ouf, peut-être qu'avec un bon coach, ça peut le faire. Hein. Ça arrive tout le temps, on s'emmerde avec la Juve, c'est vrai, en ce moment, mais espérons que la Juve de Motta, ça irait bien. Salut Toto, ça fait plaisir que tu sois là. En plus, t'arrives pour débriefer, vu ton écusson, t'arrives pour débriefer les quarts de finale de Champions et de Coupe de l'UEFA, enfin, de Ligue Europa, excusez-moi, je suis un peu vieux, donc voilà, bravo. Ouais, en tous les cas, voilà. Manchester City a repris. On a vu un des buts d'Erling Haaland les plus pourris qu'on ait vu, je pense. Hein, sa reprise de volée qui met dans la tête du défenseur contre Luton et qui marque finalement. C'était un but de gag. En fait, sur l'action, je sais pas si vous l'avez vu, mais tout le monde croque, en fait. Il n'y en a pas un qui fait la passe qu'il devrait faire. Ils frappent tous alors que, voilà, donc il y a 3 tirs d'affilée, dont le dernier qui est absolument pas cadré de la part de Erling Haaland, mais qui part en pleine pipe du défenseur finlandais ou je sais pas quoi, enfin bref, c'est un mec du Nord. Et ça fait but. c'est un but vraiment bizarre. Luton, malheureusement, c'est dommage, mais moi je trouve Luton c'est une équipe enthousiasmante. Alors bon, c'est pas génial, hein. On voit bien que c'est plus une équipe de premiership que de première ligue, mais c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Mais bon. Le 1-0 d'Inese Roma, ça c'est gag aussi. Ouais, bon alors bon. En tous les cas, c'est bien que ça se termine bien. Pour Ndika parce que le pauvre au début tu te dis aïe ça va mal se mettre, ça va nous refaire une Eriksen ou une Marc-Vivien Foé pour les plus anciens et heureusement c'est pas ça, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas, bon, en tous les cas il doit y avoir quand même un petit truc mais il a pas fait d'infarctus donc c'est déjà pas mal. Oui, contrôle raté et but de fou, dit Pipovici concernant le but de Guardiola. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les gens ils disent ouah quel contrôle en direct sur Canal. Le mec dit mais quel contrôle orienté et magnifique. En fait non, son contrôle il est foiré. Derrière il essaie de se récupérer, il met une frappe de balayeur et finalement ça fait lucarne. Mais oui c'est parce que son contrôle est raté. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc voilà, bon après, voilà. En parlant de Serie A, chose dramatique, mais Ndika, chaud hier, heureusement, plus de peur que de mal, ouais, absolument. Mais à son âge, étonnant, ouais, ouais. Il y a eu beaucoup de jeunes, hein, de jeunes gens, vraiment très jeunes, qui sont morts sur un terrain à cause de problèmes cardiaques. Hein. C'est d'où la raison pour laquelle c'est vraiment important d'aller passer une visite médicale avant de jouer au football, vraiment, très important. Donc voilà. Ah non, je parlais du premier but. Pas de la crise. La crise, oui, c'est très dommage. Ah bah oui, bien sûr. Non, oui, d'accord. Ok, très bien. Ouais. J'espère que c'est pas grave. Non, ça a l'air d'aller. Il a envoyé des photos où il était en forme. Il a pas perdu connaissance. Il s'est juste senti très très mal et il avait mal à la poitrine. Donc bon, je pense quand même qu'il y a un petit truc à creuser. Mais il va pas rejouer au foot tout de suite. Mais bon, c'est pas la première fois que ça arrive. Donc voilà. Enfin, dans le foot, hein, je veux dire. Oui, donc voilà. En gros, Manchester City qui gagne, Arsenal et Liverpool qui perd à domicile contre Crystal Palace. Bon, alors ok, Crystal Palace, ils ont 2-3 joueurs qui sont pas mauvais, hein, les Français en particulier, Eze, tout ça. Mais c'est pas non plus foufou. Mais bon, ils gagnent 1-0 et bon après, c'est clair, ils ont dominé quand même, hein, Liverpool, mais tu les sens moins tranchants en fait, quand même. C'est pas terrible. Enfin bon, bref. Donc voilà, donc Manchester City a 6 journées de la fin, si je ne m'abuse, c'est ça, hein, je crois. 6 journées de la fin se retrouve premier de Première Ligue. Donc je vais vous dire, quand ça arrive, ça, c'est quand même très très rare que ça se passe que ça se passe pas bien pour Manchester City. Donc voilà. Donc à mon avis, ça va se terminer comme ça. Ils ont l'effectif pour, très clairement, ils ont un effectif XXX super XXL. 33e journée, il y a 38 journées, non, il reste plus que 5 journées. Donc 5 journées de la fin, ils sont premiers du championnat avec 2 points d'avance. Donc ils sont à 73 points et les 2 clubs suivants sont à 71 points.
Ça sent quand même le sapin. Maintenant, ils croisent des gros clubs, hein, quand même. Ils croisent Tottenham, enfin des gros clubs, bon, des clubs respectables. C'est pas que des Luton et des je sais pas quoi, Burnley ou des trucs comme ça. Hein. Ils croisent quand même des clubs qui peuvent les embêter sur la route, mais ils ont un banc tellement ouf. Le mec se pose la question s'il met Foden et De Bruyne, s'il met, Kovacic, est-ce qu'il joue ou pas? C'est des problèmes, c'est des problèmes de l'espace hein, que Guardiola se pose. Je veux dire, ces joueurs-là, ils jouent dans tous les clubs d'Europe, à part à City, où le gars se demande s'il le fait jouer, tu vois, s'il les fait jouer en même temps. Donc ouais, non, c'est fou. C'est Liverpool qui a le meilleur calendrier pourtant, mais il craque. Oui, c'est clair. Mais en même temps, tu sais, quand tu rencontres des gros clubs en fin de saison, en fait, t'es concentré, tu vois. Tu peux pas te laisser aller. Et donc, c'est mieux que croiser des petits clubs et te dire ah bah ça va, on a un calendrier facile. Inconsciemment, tu te démobilises et tu te dis bon, normalement ça devrait le faire. Et en fait, ça le fait pas. comme hier contre Crystal Palace. Donc voilà, on verra bien. Mais en tous les cas, la Première Ligue, moi je pensais sincèrement qu'Arsenal était cette année équipé pour aller au bout. Manchester City un peu plus dans le dur. Je le pense toujours. Pour moi, le départ de Gundogan n'a pas été comblé et je continue à dire que Rodri et Gundogan étaient les deux meilleurs joueurs de City l'année dernière et que je pense qu'il y a beaucoup moins de maîtrise au milieu du terrain à Manchester City à cause du départ de Gundogan qui a été plus ou moins comblé par l'arrivée de Kovacic, mais Kovacic n'est pas du tout le même genre de joueur. Gundogan c'est un niveau quand même très 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 haut niveau quoi. Voilà, donc ouais, et offensivement et défensivement, c'est ça qui est fou avec lui. Kovacic c'est quand même différent, mais bon, bref, c'est très très bon, hein, mais c'est pas du niveau de Gundogan, en tout cas pas de celui de l'année dernière. Là au Barça, c'est quand même lui le boss au milieu de terrain, hein, t'as beau le dire ce que tu veux, il vient d'arriver, c'est sa première saison, mais c'est quand même lui le boss, donc voilà. Bref, on verra, mais ça sent plutôt bon pour Manchester City. Après la Première Ligue, on sait, c'est très exigeant physiquement. Tu peux avoir quelques blessures et puis tout d'un coup ça part en sucette, on verra, hein, mais bon. On va terminer gentiment par l'écart de finale retour de Coupe d'Europe. Avant ça, je voulais vous dire que lundi prochain il va y avoir un match absolument dramatique dans le microcosme milanais et dans l'histoire du football, hein, parce que c'est très rare qu'un des clubs milanais, lors d'un derby de la Madonnina, puisse célébrer son titre. Alors en plus, il se trouve que c'est Milan qui reçoit l'Inter. Si l'Inter gagne, l'Inter est championne d'Italie. Donc c'est clair qu'il faut pas que ça arrive et ils seront champions d'Italie mais il faut pas que ça arrive dans ce match-là. Donc en fait ce derby qui finalement derby de la Madonnina qui est toujours très important, c'est un derby très très important en Italie et pour Milan et pour l'Inter revêt une dimension vraiment particulière. Celui-ci, parce que l'Inter va vouloir gagner son titre contre le Milan à San Siro, dans un San Siro rossonero, et de l'autre côté, Milan va absolument vouloir reculer ce titre. Donc je pense que ce match-là va valoir son pesant de cacahuètes. Si vous faites rien lundi soir, alors on va de toute façon faire... Excusez-moi, mais un Buena Sera Calcio 20h, 20h45 hein, lundi prochain, parce qu'à 20h45, il faut qu'on allume la télé et qu'on regarde le derby tous ensemble de la Madonnina. Donc voilà. Mais oui, vraiment, ça va être cool. J'aurais pu gagner beaucoup d'argent avec la Ligue des Champions sur le jeu Mon Petit Prono. J'avais mis 3-3. Oh, bravo, ouais, entre le Real et City, je veux dire... Le 3-3, c'est pas facile. Hein. Lewis Ferguson qui se fait les croisés. Fin de saison catastrophique pour lui qui va rater l'Euro. Et sûrement le train pour la Juve. Il ne méritait pas ça avec sa très bonne saison. Samardzic revient dans la liste des futurs recrues. Ouais, probablement. T'as raison. Ouais, Lewis Ferguson, il faisait une saison absolument fantastique. Puis c'est vrai que je pense que Mota aurait bien voulu s'appuyer dessus, même si c'est pas encore décidé pour Mota, mais a priori quand même c'est bien parti pour que ce soit le coach de la Juve. Donc ouais, on va voir, mais c'est triste pour lui, ouais. C'est vraiment le mauvais moment, quoi. Et même pour Bologne, hein, parce que Bologne, ils n'ont pas non plus 50 points d'avance. Il leur reste quand même 5-6 journées à jouer. Donc oui, il va pas falloir s'endormir sur la fin de saison.
Pipovici qui nous dit Ferguson, un de mes joueurs préférés en Serie A. Ouais, c'est clair. Ouais, il a tout. Franchement, il a tout. Il a gros volume de jeu, défensivement très agressif, offensivement, il donne pas sa part au chien, c'est pas un Verratti. Non, franchement, pas mal, c'est vrai. Et puis un super état d'esprit, c'est le capitaine, il me semble, hein, de l'équipe. Un Anglais bref, quelqu'un qui en tous les cas n'est pas du cru, qui est capitaine, voilà. Avec Gudmundsson. Effectivement, Gudmundsson, très bon attaquant. Et j'avais mis sur mon petit gazon 3-2 Arsenal si l'arbitre siffle péno, le doublé pour moi. Ouais, t'aurais pu prendre méga jackpot. Parce que le 3-3 City Real, il était à combien ? C'était quoi la cote ? C'était 17 ? C'était fou. Bref. Ok. Bon, en tous les cas, on termine un petit peu gentiment avec les quarts retour de la Coupe d'Europe. Donc, forcément, on va commencer par City Real. On l'avait annoncé comme le roi des matchs, et ça nous a pas déçus. C'était quand même assez fou. 2 mi-temps, 2 fois 3 buts, des buts coup sur coup. De la domination, du contre, des exploits, bref, il y a eu tout dans ce match, donc c'était vraiment bien, merci aux 22 acteurs, aux 2 coachs, aux managers, à tous les remplaçants, c'était super. Après, le Real, moi je l'avais dit la semaine dernière, on va dire qu'ils ont creusé, ils ont comblé un petit peu l'écart avec Manchester City, avec l'arrivée de Jude Bellingham en particulier, et puis un peu plus de vécu pour des joueurs comme Camavinga, Tchouaméni, tout ça, mais c'est pas encore suffisant, et puis comme Manchester City a un peu baissé de niveau, encore une fois avec le départ de Gundogan, les niveaux se sont resserrés. Maintenant, l'année dernière, au match aller, c'est pareil, il y avait eu match nul un partout, sauf que on sentait le Real un peu miraculé à faire ce 1 partout, ce qui n'est pas le cas du 3-3. J'ai pas l'impression, c'est juste que le Real maîtrise son match et oui, ok, bien sûr, il laisse la possession à Manchester City comme, 98% des équipes de ce monde. C'est très rare les équipes qui ont plus de possession que Manchester City et qui se font pas dominer, mais le Real est dans contrôle, vraiment. C'est juste qu'ils ont pêché un petit peu en fin de match, je trouve, en deuxième mi-temps, physiquement. À un moment donné, on voyait qu'ils avaient beaucoup de mal à faire les efforts et que les attaquants comme Bellingham et Vinicius avaient fait énormément d'efforts offensifs aussi, et donc il y avait beaucoup de mal à revenir, et quand tu défends plus à 11 contre City, ça commence à devenir quasi impossible, donc c'est pour ça qu'ils sont revenus, mais voilà. Dommage de l'avoir mis mardi sur Real City, tous les autres matchs paraissaient fades à côté de celui-ci, pas cool pour les autres matchs, ouais, c'est vrai. Mais bon, à côté... il y avait quand même... franchement, le Paris Saint-Germain-Barça, il était quand même palpitant, même si le niveau technique était pas terrible, ça je suis d'accord, mais il était quand même à rebondissement, à retournement de situation et tout, c'était quand même assez intéressant. Il y a plein de choses qui se sont confirmées, hein, donc dans Buenos Aires Calcio, on ne dit pas que des conneries, mais clairement, intrinsèquement, les joueurs du Barça sont au-dessus, quasi tous, de ceux du Paris Saint-Germain. On voit hein, la différence entre les deux goals. Il y en a un, il sait pas sortir. Bref, je sais pas, il a un problème. Il a un vrai problème, Donnarumma. Tu peux pas être un goal de haut niveau. Alors là, ce match-là, c'est pas son jeu au pied qui a fait défaut, parce que bon, d'ailleurs, il s'est beaucoup moins pris la tête. Hein. Il a allongé beaucoup plus. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Dès qu'il y avait de la pression, il allongeait en fait. Il se demandait pas s'il allait jouer court, etc. Il allongeait, mais c'est très bien. Il a tout à fait raison. En revanche, impossible de sortir. Le but d'Eriksen, mais si c'est pas pour lui, c'est pour qui en fait ? Enfin, tu fais 2m50, t'es dans tes 5,50 et t'arrives pas à prendre la balle avec les mains, ou en tous les cas péter le nez du défenseur. Je sais pas, tu te débrouilles, mais tu peux pas le laisser juste prendre la balle comme ça. Puis alors les défenseurs du Paris Saint-Germain, bon bref. Et comme le seul joueur qui est vraiment au-dessus de l'effectif du Barça, c'est Mbappé, mais Mbappé, on ne l'a pas trouvé parce que quand on lui met pas de neuf, c'est très compliqué pour lui de jouer. Et comme Enrique avait décidé de pas mettre de neuf, résultat, ça donne ça. C'est bon. Et puis en plus, je crois que Mbappé est dans le dur en ce moment. Donc voilà. La défense de Paris est vraiment plus que fautive avant Donnarumma, ouais, d'accord. Mais t'es d'accord que sur le but de Eriksen, je suis désolé, il doit attraper la balle, et oui, il n'y a pas de marquage sur Eriksen, je suis d'accord avec toi, enfin en tous les cas, pas le bon marquage, mais en tous les cas, cette balle doit jamais arriver sur la tête d'Eriksen. Il ne saute pas pour mettre la tête d'Eriksen, hein. La balle lui arrive dessus. Il y a un gars qui fait 2 mètres et qui a le droit d'utiliser les mains, d'abord. Enfin, c'est pas normal, quoi.
Je l'avais dit, le 11 du Barça, à part Mbappé, le Barça est au-dessus et les choix de Luis Enrique, pas compris, il nous a fait une blanc mercredi, ouais, absolument. Enfin, bref. Franchement, pas mettre Zaïre Emery sur le terrain. Même si tu le mets latéral, hein, mets-le. C'est celui qui t'amène de la densité, de l'impact et tout. Tu mets un vrai neuf, comme ça tu mets Kylian Mbappé dans les bonnes conditions, tu vois. Parce que sinon, Araujo, en fait, tu vois, il n'était pas inquiété par ce qu'il y avait dans son dos, en fait. Quand tu lui remets un vrai neuf qui fixe comme Gonzalo Ramos, là, c'est pas la même chose. Les défenseurs centraux, ils sont occupés, ils sont obligés de s'occuper de ça, et ce qui fait que ça laisse de l'espace, en fait. Et en plus, Ramos, il sait jouer en appui. Donc, bref. Christiansen plutôt. Oui, j'ai dit quoi? Oui, c'est Christiansen. Il a râlé tout le match Mbappé. Oui, bon, de toute façon, il est dans le dur en plus. Non seulement tu le mets pas dans les bonnes conditions, mais en plus, il est pas très bon en ce moment. Donc, effectivement, c'était assez compliqué. Mais c'était quand même un match à rebondissement. Voilà, Dembélé a fait du Dembélé, il a mis un beau but, mais sinon, il en a raté quand même pas mal, hein. Il met un poteau, tout ça. Donc c'était assez équilibré, comme on l'avait prévu, mais avec le Barça qui est un petit peu au-dessus. Et c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, faut aller remonter un but à Montjuïc. Donc c'est pas le Camp Nou. De toute façon, le Camp Nou, ça a jamais été vraiment une ambiance de ouf, hein, excepté quelques matchs ponctuels comme ça. Mais c'est plutôt un stade un peu de spectateurs. Mais voilà. Donc on va voir ce qui se passe. La passe de Pedri sur le but de Rafinha, c'est vrai que tout était beau, hein, parce que même la reprise de Rafinha, hein, faut la mettre, hein, celle-là, normalement, tu te fais les croiser, hein, dans 80% des cas. Hein. Tu frappes dans le vide, tu t'éclates le genou, la balle, tu la touches jamais, et le gardien, il la ramasse tranquille, comme si c'était rien passé. Donc voilà. Rafinha, je l'adore depuis Rennes, et là, il a montré tout son talent, enfin. En tous les cas, c'est vrai que c'est un des premiers gros matchs où je vois Rafinha être décisif. Parce qu'il avait tendance à rater ces matchs-là. Il pouvait être un peu virevoltant et décisif contre des petites équipes en Espagne, depuis qu'il est arrivé au Barça, ou même en Angleterre. Hein. Mais là, moi, c'est le premier match décisif, on va dire, où je le vois vraiment, vraiment impactant. Donc il a fait un super match, c'était bien. De Jong, il était un peu dans le dur, mais je pense que ça va aller mieux pour le match retour. Pedri, il est rentré, il a étalé sa classe et il a joué ce week-end et voilà, ça lui fera du rythme aussi, mais il pourra pas tenir un match, ça c'est sûr. Et Koubarsi, t'as tout à fait raison au JCRM, Koubarsi très très fort, encore là ce week-end, hein, il a été très fort Koubarsi. Hein. Franchement, impressionnant celui-là, 17 ans. Il a éteint Mbappé, oui, dans la prise à 2 ou à 3 qu'il y avait sur Mbappé. Bon, il était là, mais je sais pas s'il l'a éteint vraiment, mais en tous les cas, oui, il est impressionnant. On parle beaucoup de Yamal au Barça, mais ce Koubarsi est incroyable. Je suis d'accord avec toi. C'est peut-être leur futur Pouyol, un petit peu. On verra, mais effectivement, il est prometteur. Ça, c'est clair. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Revenons sur alors bon, le Bayern et le Bayern Arsenal était c'est spectaculaire. Tu te dis il y a eu 2-2 et tout, super, tout ça. Effectivement, tu as tout à fait raison. Au JCRM, à côté, il y avait Manchester City Real, donc. Même un Bayern Arsenal perd un peu de sa brillance, on va dire, de son éclat. Mais oui, un 2-2 qui est bien payé, je trouve, pour Arsenal, hein, parce que donc effectivement, je pense quand même qu'il y a eu une ou deux erreurs d'arbitrage, hein, dont cette passe hallucinante d'Hugo, le défenseur qui ramasse à la main, qui rejoue le truc, et l'arbitre, surtout la réponse de l'arbitre. Est-ce que vous avez entendu la réponse de l'arbitre à Thomas Tuchel, ou je sais pas si c'est à Thomas Tuchel, ou à Thomas Müller, je sais plus, où il lui dit, je vais quand même pas siffler un penalty comme ça en quart de finale de Ligue des Champions. Non mais sérieusement. Mais si, au contraire, en fait. Enfin, je sais pas. C'est une erreur de débutant. Le mec est un professionnel payé des millions, peut-être pas des millions, mais en tous les cas des centaines de milliers d'euros, pour ne pas faire cette erreur-là. Bon, en l'occurrence, c'était un joueur anglais, donc oui, payer des millions, pour ne pas faire cette erreur-là. Donc non, je suis désolé, bien sûr que tu dois siffler penalty. Enfin, il dit, c'est une erreur d'enfant. Oui, je suis d'accord. Et donc, tu dois siffler penalty, en fait. C'est normal. Donc, je sais pas, c'est lunaire. Cette réponse, elle est encore pire que l'erreur. Que tu fasses une erreur, l'arbitre, il dit, je l'ai pas vu, pas de problème. Il peut ne pas l'avoir. Ça change pas que la VAR doit lui dire là, il y a un problème, tu dois siffler penalty. Voilà, c'est simple, c'est pas compliqué. Donc voilà. Même Koundé a fait un bon match contre le PSG. Oui, c'est vrai, pas mauvais, en tous les cas. Ouais.
C'est pas faux. Jeudi, par contre, je me suis tapé le Benfica versus OM. Fallait se mouiller la nuque. C'est vrai que c'était pas terrible. Bah, le Benfica, c'est pas terrible cette année, et Marseille, c'est pas terrible. Donc ça devait être compliqué. Hein. Franchement, j'avais l'impression de mater un match de N1 en France, c'est clair. But de Scamacca. Quoi, ce soir là, ça joue encore? Scamacca, il va nous finir titu à la pointe de la squadra. Bah, ce serait bien parce que franchement là. Tu sais pas qui mettre. Quoique, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'attaquants plutôt intéressants en Italie. Alors il n'y a pas de superstars, mais entre les Raspadori, les Scamacca, les Orsolini même, j'espère qu'il va venir à l'Euro. C'est des bons attaquants, des attaquants de devoir qui sont vraiment à droite devant les buts et tout. Non, franchement, ça peut être pas mal. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal l'attaque. C'est mieux qu'Immobilier, en fait. Donc, tout va bien. Atalanta, hélas. Bravo au but de Scamacca. Tranquille, de toute façon, maintenant, vous êtes loin de nous, donc tu peux gagner au Cotonou, on s'en fout. Chiesa aussi. Ouais, mais Chiesa, c'est pas un neuf. C'est plutôt un ailier. Mais oui, Chiesa, en plus, il a fait un bon match, je crois. C'est le seul, à peu près, Juventini qui a fait un bon match hier. Il est beau son enchaînement. Bah, je vais regarder ça après. Oui, donc, justement. Non, bon, alors on va terminer quand même avec le 4e quart de finale de Champions League pour dire que c'était vraiment. Enfin bref, voilà quoi. On savait que ça allait être un match de merde. Atlético Madrid, Dortmund, c'en est un. Voilà, bon, bravo, félicitations. Même s'il y a eu un peu de remue-ménage, mais franchement, c'est pas du tout du niveau des 3 autres en fait. Donc c'est un peu dommage. Mais bon. C'est comme ça, il y en a un des deux qui va se retrouver en demi-finale de Ligue des Champions et qui est pas à l'abri de faire une surprise. Hein. L'Atlético, je les vois gros comme une maison de se refaire une finale de Ligue des Champions. Hein. Mais bon, bref, on verra. Mais je les vois bien. Hein. Taper le Barça ou taper le Paris Saint-Germain après. Par contre, les équipes françaises qui ne jouent pas ce week-end, quelle débilité. Si le PSG va en demi, ils joueront le 21, 24, 27 en Ligue 1 et le 30 avril en demi de Ligue des Champions. Bah ouais, c'est clair. Je suis d'accord. Il risque d'y avoir 3 équipes espagnoles tout de même. Effectivement. Et ça aussi, c'est une vraie surprise parce que clairement, quand même, le championnat d'Espagne a perdu de sa superbe. Et pourtant, tu te retrouves avec, effectivement, le Real, l'Atlético et le Barça qui se retrouvent dans une demi-finale, enfin, dans les 8 dernières équipes de la Champions League. Donc ça, c'était quand même une grosse surprise. Après, bon, voilà, dans quelles circonstances, mais... moi j'ai dit que la finale serait Barça-Real, je suis plutôt bien pour le moment, effectivement. Alors celle-là, si toi tu tentes toujours les grosses cotes en fait au JCRM. Hein. Donc ouais. On va passer donc au quart de finale de Ligue Europa avant de se quitter, parce que là ça y est. Il y a eu ce Atalanta-Liverpool absolument stratosphérique avec un doublé de Scamacca. Ils les ont éteints, c'est simple. T'avais l'impression qu'ils étaient pas là, ou alors, je sais pas, je pense qu'ils les ont pris de haut, je sais pas, en tout cas c'est un truc qu'il faut pas faire avec l'Atalanta, parce qu'eux ils te punissent, parce que physiquement ils sont là, ils sont toujours dans l'impact et tout, et ils ont fait un super match, bravo. Gagner 3-0 à Anfield en Coupe d'Europe, en quart de finale d'une Coupe d'Europe, ça arrive pas souvent déjà en championnat, ça arrive pas en coupe, ça arrive très rarement. Bah là, ils ont vraiment mis une rouste. Jürgen Klopp on lui avait demandé s'il se voyait entraîner en Serie A après sa pige, et il a dit la seule chose que je connais de l'Italie, c'est je sais plus, les pâtes ou les pizzas. Enfin bref, il a dit une connerie sur l'Italie. Et bref, bah il l'a payé direct. C'était bien. Enfin pas une connerie, mais c'était un peu condescendant, on va dire, envers le championnat de Serie A. Donc bref, voilà, il l'a pris, c'est comme ça. On a drogué les gourdes, dit Okotonou Joe. Déjà, la première mi-temps de Liverpool, le 11 horrible, direct en deuxième, il a compris, mais ça a fait pire. Absolument, t'as tout à fait raison, JCRM. Et Pipovici qui dit avec un Scamacca des grands soirs. Oui, mais Scamacca, normalement, honnêtement, il faut quand même se le dire, il n'a pas de grands soirs. Tu vois, il n'y a que des grands soirs projetés avec Scamacca. Tout le monde se dit, ah, il a du potentiel et tout, mais d'habitude, il n'a pas de grand soir. Le gars rate toujours ces moments-là, d'habitude.
tu te dis qu'il a le potentiel pour le faire, mais il ne les fait jamais. Donc c'est peut-être la première fois que Scamacca répond un jour où on l'attend en fait. Donc voilà. But de Ederson, 8-2. Il a dit Monica Bellucci. Quoi? Comment ça? Oh là là. 2-0, oui, c'est mieux, parce que 2-8, ça aurait fait un gros score. J'aurais raté 2-3 trucs. Eh ben, dis donc. L'Atalanta, ils sont chauds en ce moment. Bah, c'est bien, hein, si vous gagnez easy votre match de championnat, ça va vous booster un peu pour la suite. Il va pouvoir faire tourner Gasperini, c'est très bien. Pour le football italien, je parle. Donc voilà, franchement, ce serait une très 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 grosse désillusion si l'Atalanta ne passait pas. Mais c'est Liverpool et donc c'est faisable. Hein. On se souvient de la remontada absolument hallucinante qu'ils ont collée au Barça. Faut jamais dire jamais avec Liverpool. Donc le match retour va quand même valoir son pesant de cacahuètes. Parce que 3-0 contre Liverpool c'est bien, mais ils peuvent te les mettre aussi, ça c'est possible. Ils ont de l'expérience, ils ont des joueurs décisifs, même si je dis qu'ils sont un peu moins bons que d'habitude, mais ils peuvent gagner ou t'emmener au penalty ou un truc comme ça. Donc faut faire attention l'Atalanta. Le Bayer Leverkusen qui a gagné 2-0 le match aller contre West Ham, tranquille. Et Turpin qui arbitre Milan 5 fois, 5 matchs non gagnés de Milan, je déteste ce mec. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, bref. Leverkusen qui est bien parti aussi hein, pour passer. Mais bon, après ils sont dans le contrôle, faudra voir comment ils ont digéré le titre, la fiesta qui suit, etc. Donc ça peut être un match tricky en fait. Ou alors ils sont euphoriques et là ils leur recollent une rouste, ce qui est possible aussi. Mais moi honnêtement je pense sincèrement, alors bon le Benfica Marseille on en a parlé, soporifique le match retour, bon ce sera au Vélodrome donc normalement Marseille aura un petit peu d'avantage, mais je les sens quand même en dessous techniquement d'un Benfica faible. Donc voilà, je pense que soit ça va faire un 0-0, soit un partout, je vois bien ça et l'OM qui est éliminé. Donc voilà, le but sur corner, il y a eu un jeu flagrant qui amène le corner. Oui, absolument, mais le problème c'est que la VAR peut pas contrôler ça, en fait. Parce qu'il y a que quelques règles dans lesquelles ils peuvent un truc, mais c'est vrai que la VAR, là, le hors-jeu qui est pas sifflé, c'est la VAR qui crée ce problème. C'est un des rares problèmes que la VAR crée, à mon sens, c'est qu'ils ne sifflent plus les hors-jeux parce que, ils peuvent pas couper une action en étant absolument pas forcément sûr qu'il y a hors-jeu. Donc il laisse l'action aller jusqu'au bout. Mais quand il n'y a pas occasion de but et qu'il y a un corner, effectivement, tu peux pas revenir en arrière sur le hors-jeu que tu aurais pu siffler, mais que tu n'as pas sifflé parce que c'est des consignes vraiment de ne pas siffler parce que en fait, sinon tu empêches un but qui est peut-être valable et donc tu peux pas revenir en arrière, c'est trop tard. Donc tu laisses l'action aller jusqu'au bout. S'il y a but, tu vérifies et s'il y a hors-jeu, tu annules le but. C'est ça que tu dois faire. Le problème, c'est quand il n'y a pas but. Quand il n'y a pas but et qu'il y a corner, là, tu peux pas revenir en arrière parce que la VAR peut intervenir que sur quelques actions de jeu, dont les buts. Donc voilà, une fois que tu es passé au corner, tu es passé sur une autre action de jeu et donc ils peuvent pas revenir. C'est les règles qui sont comme ça. Donc c'est un petit peu compliqué. On verra, mais c'est un des seuls problèmes qui reste avec la VAR, donc c'est pas ouf. T'es au top, salut, ça fait plaisir que tu sois là. Donc voilà, en tous les cas. Et puis il y a ce Milan-Roma. Milan a fait un match a dominé, on va dire, mais de façon très stérile. La Roma a fait un match parfait à l'extérieur, 1-0, super compact, énormément d'envie, dangereux, suffisamment en fait pour inquiéter le bloc équipe du Milan et donc pas les laisser monter vraiment autant qu'ils veulent et s'installer dans le camp adverse. Donc voilà, franchement, un super match de la Roma, pas spectaculaire mais très très bien pensé. D'ailleurs, De Rossi a dit qu'il avait regardé des heures et des heures et des heures de matchs de Milan pour comprendre comment est-ce qu'il pouvait les contrer. Et je sens que ça sent un petit peu le roussi pour Milan au match retour. Ça va être très 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 compliqué. Si Milan s'en sort, ça va vraiment être un miracle. Donc voilà, je suis pas serein du tout, alors que
pense sincèrement que Milan est au-dessus de la Roma, et même sur le match aller, ils l'ont prouvé, ils ont bien joué au football. Après, ils n'ont pas été assez tueurs devant les cages, et la Roma aussi a très très bien défendu. Franchement, c'était un super match de la Roma, au niveau tactique, c'était un super match de la Roma. Bravo, félicitations à Mancini, à De Rossi. Donc voilà. Après, Pipovici qui dit Mancini il m'énerve, je le supporte pas, moi je le... Alors, c'est pas un mauvais joueur, hein, mais bon, bref, tu vois qu'il n'y a pas la lumière à tous les étages. C'est grâce à son passage à Boca Junior, ça j'en suis sûr. Peut-être, ouais. Leao est en Cannes en ce moment, un exploit de lui. Peut-être, ça peut être ça. Ça peut être ça, mais le problème c'est que Leao il a besoin d'espace quand même. Et la Roma a tout fait pour ne pas lui en donner. Donc c'est compliqué. Et les peu de fois où il a eu des espaces, ils ont fait les mauvais choix, les mauvais appels ou les mauvais passes. Et voilà. J'anticipe déjà la fin du stream. 3 super matchs au week-end. Tous dimanche avec PSG Lyon à 21h. Ouais, ça peut être pas mal. Bundesliga, un Dortmund-Leverkusen à 17h30. Et en Liga, un Barça-Real à 21h. Et tu as oublié, un lundi, le lundi suivant, le derby de la Madonnina, Milan-Inter, pour le titre de l'Inter, ou voilà, pas le titre de l'Inter. Donc franchement, un super week-end. T'as tout à fait raison d'anticiper la fin du stream, parce que c'est la fin du stream. Donc voilà, merci à tous d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine, j'espère avec des bonnes nouvelles pour moi et pour tous les supporters, voilà, pour vos équipes, etc. Et en tous les cas, on aura une super semaine de football à commenter, donc j'ai hâte d'en reparler avec vous. Et la F1 à 9h du matin, t'as tout à fait raison, JCRM, dimanche. Bah écoutez, je vous embrasse tous, et puis on se revoit lundi prochain à 20h, on se revoit pour le derby, absolument. Pipovici, on va se faire une petite préparation pré-derby lundi prochain, et puis voilà, bah, passez une bonne soirée, une bonne semaine de foot, merci d'avoir été là, et puis bah, n'oubliez pas, ciao les gars, ciao ciao.